Bienvenue à toutes et à tous dans Maghreb Orient Express pour un nouveau numéro très riche. Au sommaire, le nouveau roman de l'écrivaine Yam Yared. Il a pour titre Nos longues années en tant que fille. L'écrivaine est avec nous à Beyrouth, l'occasion de prendre le pouls de la situation politique, économique et sociale au Liban. Nous parlerons aussi dans cette émission du secteur audiovisuel en Algérie qui est touché de plein fouet par la crise liée au coronavirus. En fin d'émission, place à la musique avec Emel Matlouti qui sera avec nous à Tunis. Mais d'abord, direction Montréal, au Québec, au Canada, avec Sarah Nasser. Bonjour Sarah, ravi de vous retrouver. On avait déjà parlé dans Maghreb Orient Express de votre documentaire Qu'ils partent tous. Il s'agit du mouvement de contestation pacifique en Algérie, le Hirak. Est-ce que vous avez des nouvelles, des contacts encore de ces femmes et de ces hommes qui ne peuvent plus, on le sait, là aussi, comme au Liban, manifester pour cause de crise du coronavirus? Oui, alors bonjour Mohamed. Oui, j'ai des nouvelles et malheureusement, ce ne sont pas forcément des bonnes nouvelles. Je pense notamment à Khaled Rarni, qui était dans mon documentaire et qui vient de fêter son 40e anniversaire en prison. Pour moi, c'est vraiment une tragédie, c'est une totale injustice. On essaye de suivre à distance ce qui se passe, la situation. Est-ce qu'il y a des développements? Est-ce qu'il va sortir bientôt de prison? Lui, bien entendu, on pense à tous les détenus d'opinion, mais la pensée est vraiment pour Khaled en ce moment. Vous aviez rencontré Khaled Rareni, journaliste, hein, c'est notre correspondant, le correspondant de TV5 Monde. On regarde, on vous retrouve juste après. Dans les années 90, il y a eu plus de 100 confrères qui ont été assassinés, qui n'étaient pas sûrs de rentrer chez eux le soir. Je n'ose même pas une comparaison. Khaled fait partie de ceux qui incarnent le changement. Journaliste chevronné, il a plusieurs fois repoussé les limites de la liberté d'expression qui lui étaient imposées. Et cela lui a même coûté son emploi en 2014, quand Sellal, Premier ministre de l'époque, venait défendre le bilan de Bouteflika, qui briguait un 4e mandat. Comment expliquez-vous, M. Sellel, que depuis 2004 et 2009, ça a toujours été la promesse, celle de donner le pouvoir aux jeunes? Comment expliquez-vous qu'en 2014, les jeunes... Pourquoi Je termine ma question. Comment expliquez-vous qu'en 2014, les jeunes ne soient toujours pas présents? Non seulement on doit faire notre travail de journaliste, selon la rigueur souhaitée, la déontologie et l'éthique, mais en même temps se battre pour la liberté de la presse et pour la liberté d'expression. Donc au lieu d'avoir un seul combat, comme dans les grandes démocraties, on a ce double combat, celui de travailler pour un vrai journalisme et pour travailler dans un espace de liberté. Ça fait de notre métier un métier qui n'est pas du tout ennuyeux. Voilà pour cet extrait tiré de votre documentaire Sarah Nasser, Qu'ils partent tous. Est-ce que vous pensez que ce mouvement a des chances de repartir, soyons prudents bien évidemment, une fois, et on dit bien une fois que l'épidémie de coronavirus sera terminée? Selon mon point de vue, le mouvement ne s'est pas arrêté parce que c'est un danger de réduire le Hirak à la rue, à des démonstrations dans la rue. Pour moi, le Hirak, c'est toute initiative individuelle ou collective qui va vers la concrétisation des vœux du Hirak, qui est donc cette seconde république. Je pense notamment à ces collectifs d'avocats qui se sont créés, qui vont de ville en ville malgré la crise sanitaire et tout en respectant les mesures pour être présents lorsqu'il y a des arrestations arbitraires, lorsque des personnes sont convoquées devant le juge pour être sûr qu'ils aient avec eux un support judiciaire. Il y a aussi toutes ces associations caricatives qui, pour moi, font aussi partie du Hirak parce que le Hirak est un acte citoyen et aussi tous ces acteurs culturels qui continuent à être présents sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, le Hirak ne s'est pas arrêté. C'est sa forme qui change. Et bien entendu, le retour à la normale, je pense que les gens reviendront dans les rues d'Alger parce que c'est quand même Alger et bien sûr toutes les wilayas, c'est une grosse pression d'avoir tout ce monde qui se draine et cette force dans les rues. Khaled est une figure publique, donc on en parle souvent, mais il y a aussi des jeunes qui se sont fait arrêter tout simplement parce qu'ils faisaient des mèmes sur Internet ou encore des gens qui critiquaient tout simplement le régime ou qui critiquaient la situation et qui se sont retrouvés derrière les barreaux. Donc du fait qu'il y a eu cette injustice, ça a encore, à mon sens, encore plus drainé cette envie de reprendre le combat au sein de tous les Algériens et qui y croient et qui vont continuer, à mon sens, à demander, à exiger cette seconde république. Et elle est simple, cette seconde république, c'est la dignité pour tous, c'est la transparence, c'est la démocratie. Merci d'avoir été avec nous. Je précise que votre documentaire a été primé récemment au Festival Vue d'Afrique, donc, qui s'est tenu, on le sait, dans des conditions particulières, étant donné la crise liée au coronavirus. Autre secteur qui est touché, hein, il s'agit de l'audiovisuel, notamment en Algérie, des séries. Beaucoup de tournages ont dû être arrêtés. TV5 Monde a rencontré un réalisateur en Algérie. Reportage, on en parle juste après.
6 semaines que l'équipe du prochain film de Belkacem Hadjadj est au chômage technique. Le réalisateur algérien espère reprendre le travail dans quelques jours. L'idée est de partir tourner loin de la capitale. Il y a déjà des trucs là-bas. Il y a des choses là-bas, des tâches. Les premières scènes de son film ont eu lieu ici, dans les studios d'El Achour, sur les hauteurs d'Alger. Le ministère de la Culture lui a accordé une dérogation spéciale pour continuer en province et sous conditions. Il va falloir qu'on fasse des tests à toute l'équipe avant d'aller. Et puis il faut que je confine l'équipe. Parce qu'on doit tourner dans la wilaya de Tlemcen et dans la wilaya de Tizi Ouzou, mais dans les montagnes. C'est-à-dire qu'on va confiner l'équipe dans un hôtel. L'hôtel ne sera ouvert que pour nous. De l'hôtel, on va sur le plateau de tournage. Il se trouve que dans les 2 wilayas, les plateaux de tournage, ce sont 2 villages abandonnés. Depuis mi-mars et le début du confinement en Algérie, le secteur audiovisuel est à l'arrêt. Or, traditionnellement, juste avant le ramadan, la production de séries bat son plein dans le pays. Timusha est l'une des rares productions à avoir survécu. Son tournage se poursuit. Bonjour Kérouma. No comment? Tu ne réponds pas? On travaille dans des conditions un peu difficiles. Bon, on a pu continuer parce que les premiers décors, les grands décors, on les a fait, les décors extérieurs. Il n'y a pas beaucoup de personnages, il n'y a que des 5 à 4 personnages, c'est-à-dire on est vraiment limité dans le nombre. L'équipe de Timusha espère pouvoir accompagner son public jusqu'à la fin du mois sacré. La série est diffusée tous les soirs sur la chaîne nationale, juste après la rupture du jeûne. Et on va continuer à parler de cette question des séries télévisées. On le sait, très propice en cette période du mois de Ramadan. Elles sont très prisées. Slimane Zeguidour, vous vous êtes penché sur la question et visiblement, il y a du changement en la matière. Qu'en est-il? Jusqu'à 2011, début des révoltes arabes, l'Égypte, le Liban et la Syrie étaient les plus prolifiques. Mais depuis, la donne a changé et ce sont les pays du Golfe qui sont devenus le centre de gravité de la production de ces séries fleuves, et notamment les Émirats arabes unis, quitte à débaucher les plus grands scénaristes, acteurs, producteurs et décorateurs des 3 pays que j'ai cités. Et Slimane, est-ce que ça s'en ressent sur le contenu, sur les thématiques abordées dans ces séries? Ah oui, ça se ressent profondément, en ce sens que les romances à l'eau de rose sont beaucoup plus pudibandes et un peu bégueules, et sinon on a affaire à des péplums historiques sur l'histoire de l'islam. Le changement, vous le disiez tout à l'heure, c'est que cette année, il y a 3 grandes séries qui nous parlent des Juifs et d'Israël, mais d'une façon totalement inédite. C'est-à-dire que jusqu'ici, les séries sur les Juifs et Israël étaient extrêmement polémiques, parfois même frisant l'antisémitisme. Là, on a une forme de retournement. On a des séries comme par exemple Haroun, la mère de Haroun, qui nous raconte l'histoire d'une famille juive dans les années 40, avant la création d'Israël, où on nous montre d'abord une coexistence avec des Juifs et des Arabes qui partagent les mêmes traditions, la même langue. On montre même certaines discriminations à l'encontre des Juifs. Il y a aussi une autre série qui s'appelle Sortie 7, qui montre la nécessité de commercer avec les Juifs et avec l'État d'Israël, et au passage, les Palestiniens en prennent pour leur grade. Enfin, et c'est là le paradoxe, c'est dans le pays le plus ouvert à Israël et qui a un traité de paix depuis 41 ans, c'est-à-dire l'Égypte, qu'une série fleuve qui s'appelle The End, la fin, nous montre une Égypte en 2120 dans un décor apocalyptique avec des drones dans le ciel égyptien au-dessus des pyramides, mais la carte internationale a changé et on assiste au démantèlement de 2 États, les États-Unis et l'État d'Israël. Et c'est quoi la morale de l'histoire? Eh bien, la morale de l'histoire avec cette fin d'Israël, c'est que, dit le film, dit la Syrie, les Juifs israéliens rentrent chez eux, je cite, en Europe. En disant chez eux, ils oublient que 60% des Israéliens sont originaires de pays arabes et musulmans et ont donc un fond de culture arabe, ce fond de culture arabe que les pays, les séries des pays du Golfe mettent en valeur. Dernier point polémique, dans les réseaux sociaux,
beaucoup de gens, même des intellectuels, de grands éditorialistes, ont soulevé l'idée que peut-être ces séries, derrière le côté judéophile, somme toute louable, il y a peut-être une intention géopolitique, puisque ces États, les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Arabie saoudite, ont opéré un rapprochement spectaculaire avec l'État d'Israël, notamment contre l'Iran, et que donc ces séries viennent de façon un peu trop opportune rappeler un fait historique réel, la coexistence judéo-arabe, mais quand même dans un sens beaucoup plus politique que culturel. Merci Slimane pour cet éclairage. La littérature à présent, on va retrouver dans quelques instants la romancière Iyam Yared qui est à Beyrouth, mais avant, une petite image du Liban justement avec un nouvel hommage au personnel soignant au temple de Baalbek. Bonjour Iyam Yared. Bonjour. On va parler de votre nouveau roman qui a pour titre Nos longues années en tant que fille. C'est aux éditions Flammarion. D'abord peut-être quelques mots sur le sujet de ce roman. Est-ce que vous pouvez nous mettre l'eau à la bouche? C'est un livre de fiction inspiré par ailleurs d'une histoire vraie qui s'est produite avec moi un jour où j'étais très pressée. Je suis rentrée dans un taxi et je suis tombée et comme j'étais pressée, j'ai eu ce réflexe de rechute en patriarchite aiguë. Et je me suis dit, ah zut, une femme au volant. Comment moi, féministe, engagée, quand je suis dans une situation où je suis très pressée, où je ne fais pas attention. Donc voilà, donc je suis rentrée dans ce taxi et je tombe, je discute avec elle pour un peu pour m'exorciser moi-même dans la honte que je ressentais à l'égard de ma propre pensée. Donc, je lui dis, vous êtes chauffeur depuis quand? Elle me dit, depuis 30 ans. Et vous? Je lui dis, moi, je suis écrivain. Elle me dit, écrivain ou écrivaine? Et là, je lui dis, vous savez, nous n'allons pas réduire la condition de la femme au mutisme d'une lettre, ce n'est qu'un E muet. Elle arrête la voiture, elle se tourne vers moi, elle me dit, madame, il ne faut pas parler comme ça. Ce E n'est pas muet. Je dis, attendez, il est muet les 3/4 du temps, on nous gonfle avec. Elle me dit, je vais vous poser une question, comment est-ce que vous me voyez? Je lui dis, je ne sais pas, vous êtes une femme. Elle me dit, c'est tout, vous voyez rien d'autre? Je dis, bah, une femme chauffeur avec un E de taxi, je ne sais pas, dites-moi. Elle me dit, moi, madame, avant j'étais un homme. Et je peux vous dire que j'ai longtemps rêvé de ce E et qu'il n'est pas muet. Et puis vous, madame, vous qui êtes écrivaine, les différences, vous en faites quoi? Aucune lettre ne ressemble à une autre. Alors cette femme, qui est une chauffeur de taxi, une personne transgenre, moi je lui dédie mon livre, parce que ce jour-là, je me suis prise une claque. Je me suis re-questionnée par rapport au positionnement de qu'est-ce qu'être une femme, en fait, et qu'est-ce que l'émancipation vraiment. Et au fur et à mesure de l'écriture de ce roman, je me suis rendu compte que c'était la rencontre de deux femmes, une qui donc en fait était dans un rapport à son corps de transformation totale, et l'autre qui se rend compte en fait que la légèreté avec laquelle elle appréhendait sa liberté. Ce sont deux récits de femmes qui se remettent en question par cette rencontre. Alors, votre livre est sorti, je le disais, chez Flammarion, précisément le 18 mars, 19 mars en France, au début du confinement qui a été mis en place en France. Ça a bien entendu bouleversé la donne. Vous avez d'ailleurs pris la plume récemment dans l'hebdomadaire français L'Express pour raconter cela avec des mots là encore très, très forts, très, très touchants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quand un livre vient de sortir, l'auteur, il est en attente, il est vulnérable et je peux vous dire que mon livre était prévu pour 2 jours avant la date officielle du confinement pour la France et pour le monde entier, en château de cartes comme on sait, tout ce qui a succédé à des semaines près, tout le monde s'y est mis en même temps. Donc votre livre finalement, au niveau de la diffusion, au niveau du marché du livre, ben, il est voué à la mort, enfin une mort symbolique. En tout cas, l'auteur qui est là parce que c'est vrai qu'on écrit pour soi, mais on écrit pour être reçu par un lectorat. Et donc, on peut mal le vivre ou très violemment, même si, vu d'ici, on finit par prendre une distance parce que nous vivons, en tout cas pour ce qui est du Liban, mais pour le monde entier. Il y a des choses beaucoup plus graves. D'abord, il y a la mort à laquelle toutes les familles sont confrontées, l'isolement, cette distanciation sociale, les vieux qui meurent sans pouvoir voir leur famille. Donc, toutes ces vraies tragédies de la vie qui vous font dire que, au fond, cette tragédie littéraire, faut quand même relativiser.
Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je n'écrirais pas justement sur ce deuil-là? On va prendre des nouvelles du Liban. On évoquait tout à l'heure l'Algérie. On sait que dans ces deux pays, il y a eu un mouvement de contestation pacifique tout au long de l'année 2019, jusqu'au tout début de la pandémie, de l'épidémie mondiale de ce Covid-19. Quelle est l'atmosphère? On sait qu'il y a une grave crise économique en ce moment. Qu'en est-il? Alors moi, je n'arrive plus à savoir par quelle crise commencer. On en a des tonnes. Le Liban est un conglomérat de dictatures, puisque le peuple est inféodé à on appelle ça des zouama, des chefs peu féodaux, en tout cas la mentalité y est, qui tiennent les communautés en otage, on est constamment divisé. Donc il y a cette crise politique qui est ancestrale, qui est vieille déjà et qui se répète, à laquelle vient s'ajouter la corruption extrême qui nous a menés aujourd'hui à cette banqueroute, à cet État qui est en faillite, dont la notion de l'État est en faillite aussi bien d'un point de vue de la notion de ce que devrait être cet État-là, qu'au niveau économique. Et eh bien, je pense que tout comme dans le monde aujourd'hui, il y a une récession qui s'annonce. Je pense les pays développés la craignent. Que devrions-nous dire nous ici? On est dans une impasse historique pour ce pays, historique au point politique, au point économique. Et voilà, donc je ne vois pas, moi je suis très très pessimiste, hélas. Je suis très très pessimiste. Merci beaucoup pour ce témoignage puissant, Iyam Yared. On va maintenant prendre la direction de la Tunisie où nous attend la chanteuse Emel Matloutsi. Bonjour Emel, on imagine que ça vous démange de remonter sur scène. On sait que vous affectionnez particulièrement le contact, la proximité avec vos fans, avec votre public. En fait, cette phase, elle a été très personnelle et très différente pour les uns et les autres. Moi, ça m'a permis de vraiment être en famille, vraiment d'une manière assez profonde et ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, même si ça me manque d'être moi, d'être l'artiste qui ne vit que sur scène, j'explore une autre partie de moi-même, une autre façon de rester créatif malgré les circonstances. Vous avez gardé le contact avec vos fans, avec votre public un peu partout dans le monde à travers donc les réseaux sociaux, avec plusieurs initiatives. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, ça a commencé au tout début, dès que l'on avait annoncé le confinement en Tunisie. Il y a une danseuse qui a promis aux gens de danser tous les soirs à condition qu'ils restent chez eux. Et du coup, ça m'a donné une inspiration et je me suis dit, je vais chanter pour les gens tous les soirs pour qu'ils restent chez eux. Et donc, j'ai commencé par un live juste a cappella et ça m'a fait énormément de bien en fait. D'être là, de chanter le chant. Je me suis vraiment rappelé à quel point le chant était aussi vital pour moi et aussi pour les autres. Ça m'a vraiment beaucoup touchée de voir les réactions très généreuses des gens d'une manière où c'est quelque chose qui leur a fait beaucoup de bien, au-delà d'aimer la musique, au-delà d'aller voir des concerts, etc. Là, c'est vraiment, on est dans l'essentiel et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans mon échange récent avec mon public et au-delà. Et du coup, ça m'a donné de l'inspiration et petit à petit, j'ai commencé à créer. Je suis en train d'enregistrer 2 albums et j'essaye d'explorer des choses qui m'inspirent au-delà de mon propre répertoire. Et la situation, Emel, on le sait, très compliquée pour les artistes à travers la planète. L'avenir s'inscrit en pointillé. Beaucoup d'incertitudes, des concerts annulés, des festivals annulés. Comment est-ce que vous vous projetez? Comment est-ce que vous envisagez la suite vous concernant? Il faudrait que la Chine nous book tous pour la saison 2021 et 2022 et 2023. Et plus sérieusement, ça m'inquiète, évidemment, ça m'inquiète beaucoup. J'essaye vraiment de rester positive et de me concentrer sur le côté inspiration et le côté créativité. Mais c'est très dur, ça va être très dur.
Et j'espère juste qu'on pourra quand même reprendre la scène à partir de septembre, même d'une façon un peu moins soutenue, mais au moins reprendre pas que la scène aussi, mais qu'il y ait des nouvelles initiatives et des nouvelles manières d'entreprendre des projets avec les artistes et dans l'industrie de la musique, qu'on puisse survivre. Vous avez bien entendu vos racines en Tunisie encore aujourd'hui, même si vous vivez aux États-Unis et que vous avez aussi un pied en Europe. Comment s'est passé votre retour tout récemment en Tunisie? Il me semble que c'était pour une période de 2 mois, hein. Jamais vous n'y étiez retourné aussi longtemps. Racontez-nous comment est-ce que ça s'est passé. Alors, c'est vrai que je n'avais pas passé autant de temps en Tunisie depuis que je suis partie. Donc, ça a été une expérience très enrichissante parce que même si je ne suis pas du tout sortie, on n'avait pas le droit, je pouvais voir personne parce que en général, j'aime bien me rendre en Tunisie pour essayer de me connecter au maximum avec mes amis, avec la scène artistique, avec la Tunisie tout court. Et là, c'était pas possible. Mais même, c'est ce qui est incroyable, même en restant chez moi, j'ai retrouvé toutes ces connexions, je ne sais pas, entre moi et les gens, le fait de savoir que je suis à Tunis, qu'on est tous ensemble. Après, moi, j'ai la chance d'avoir un espace où un peu je suis en hauteur. Donc, vraiment, il y a eu cette relation entre Tunis, vraiment ma ville, et moi, le ciel, l'air, les oiseaux. Et ça, c'est quelque chose qui ne reviendra pas et c'est quelque chose que j'essaye vraiment de prendre. Ça me donne un regard beaucoup plus optimiste qu'avant. Il y a moins cette relation amour-haine aussi, parce que ça a toujours été compliqué pour moi de me produire ici depuis d'avant la Révolution et même après la Révolution, ça a toujours été compliqué pour moi. Enfin, il y a toujours eu des polémiques autour de moi. Je suis très reconnaissante au succès qui a suivi la chanson Kelti Ora et à ce statut qui est quand même extrêmement honorable et unique et historique. Mais il y a eu aussi, ça a été suivi de beaucoup de... Voilà, c'est un mélange d'émotions. Mais pour une fois, je me suis sentie vraiment chez moi et que c'était légitime et que je suis vraiment redevenue la Emel de mes 15 ans, quelque part. Et on s'en souvient, Emel, de cette chanson Kanti Hora, ma parole est libre, évidemment, chanson devenue emblématique en Tunisie et pas seulement. On va se quitter avec vous en musique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro de Maghreb Orient Express, deuxième numéro d'une série, vous le savez, inédite. C'est à vous, Emel. À bientôt à tous. Oui.